je représente aujourd'hui, on a été créé dans les années 2000, donc ça fait 20 ans cette année qu'on aurait dû fêter s'il n'y avait pas eu une pandémie. On représente actuellement 102 organismes membres à travers tout le Québec et nos organismes, dans le fond, ils offrent du soutien et des services aux proches aidants. Nous, on n'offre pas de service direct aux proches aidants, sauf que quand on nous appelle, bien sûr, on répond aux questions et on dirige le proche aidant. Mais ce qu'on fait, c'est de la promotion des droits, de la défense collective de l'ensemble des droits pour l'ensemble des proches aidants. On sensibilise aussi la population, les décideurs publics, entre autres dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants. Les 2 dernières années, le slogan était « Parce que nous serons tous proches aidants », que vous voyez là à droite. Et puis, donc, on offre du soutien à nos membres, que ce soit dans des conférences comme ça ou quand ils ont des questions plus particulières. On a, dans le cadre d'une stratégie nationale en 2018, défini ce que c'était que pour nous, un proche aidant. C'est une définition qui est encore je dirais, en travail, parce que plus on parle à des gens, puis plus on se rend compte que c'est un rôle qui est tellement vaste et qui est tellement complexe que dans le fond, ben, on ne peut pas en une phrase résumer ce qui se passe. Par contre, c'est qu'il y a des principes qui sont importants pour nous, c'est que les proches aidants, c'est des personnes qui assurent volontairement ou par nécessité des soins ou des services, pas juste des soins de santé comme l'acte technique de changer un cathéter, là, mais vraiment, ça peut aussi aller dans des services d'aide pour que la personne puisse avoir ses crédits d'impôt, pour qu'elle puisse avoir accès à des soins de santé en prenant ses rendez-vous. C'est aussi tout ce qui est le soutien émotif, émotionnel qu'on a vu à quel point il était important pendant la pandémie. C'est sans rémunération, mais ça ne veut pas dire sans soutien financier. Et puis, ils assurent donc ce rôle auprès de quelqu'un de leur entourage qui a une incapacité, que ce soit temporaire, permanent, peu importe la raison. Ça peut être un accident, un handicap, le vieillissement, une maladie. Et pour nous, c'est bien, bien important. On ne fait pas de différenciation dans les proches aidants. L'important, en fait, c'est qu'il y a un lien affectif qui va faire une différence entre un professionnel de la santé et un proche aidant ou un bénévole. Donc, c'est vraiment le lien affectif, mais qui n'est pas forcément lié à un lien familial, parce qu'on peut être proche aidant de son ami si on est impliqué auprès de quelqu'un. Donc, c'est ça. C'est bien important de dire qu'un proche aidant, il est complémentaire au réseau de la santé, mais pas seulement, parce qu'il n'assure pas seulement des soins, il assure tout un ensemble de soutien auprès de la personne. Ça peut être occasionnel, ça peut être continu, ça peut durer 1 année, ça peut durer 35 ans. Ça peut être à la maison de la personne, aidée à son propre domicile ou dans un hébergement. Et puis, il n'y a pas d'âge pour être proche aidant. Il y a des jeunes aidants qui ont 8 ans, des fois même moins, et qui aident, que ce soit leurs grands-parents, leurs parents ou même, dans le fond, un frère ou une sœur. Et la dernière point qui est très important, c'est que c'est un rôle qui s'additionne. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on devient proche aidant qu'on arrête de travailler, qu'on arrête d'être bénévole ailleurs, qu'on arrête d'être un citoyen. Fait que ça ajoute, dans le fond, aux responsabilités qu'une personne peut avoir. Quelques constats sur la proche aidance. Il faut environ 2 ans avant de se reconnaître proche aidant. En 2012, on estimait à peu près à 1/4 de la population québécoise qui était proche aidant, mais ça ne nous dit pas combien l'ont ou vont l'être dans toute une vie. C'est vraiment l'année 2012, vous étiez 1/4. Puis on a vraiment cette image historique de l'aîné qui est proche aidant d'une personne aînée aussi. C'est vrai qu'il représente 75% de la population des proches aidants, mais pas seulement. Et ça, c'est important parce que du coup, on a tendance à oublier tous les autres qui sont dans d'autres configurations, comme par exemple les proches aidants de moins de 15 ans, ben, ils représentent 15% des proches aidants. Alors, d'après vous, est-ce que être proche aidant, c'est un choix qu'on fait volontairement, puis en toute connaissance des conséquences que ça implique ou non? Peut-être vous pouvez répondre dans la partie là, commentaire en arrière. Là. J'essaie de répondre, mais j'y arrive pas. Fait qu'en fait, on n'est pas
toujours volontaire et on n'est pas toujours conscient de ce que ça implique. Quand on parle, c'est surtout le cas chez les femmes, mais c'est aussi le cas chez les hommes proches aidants. Mais par exemple, 43,2% des proches aidants n'ont pas vraiment le choix d'avoir ce rôle, soit parce qu'elles étaient plus proches de la personne à aider géographiquement ou émotionnellement, soit parce que dans le fond, elles avaient un salaire moins fort ou une carrière professionnelle qui était jugée moins importante, ou parce qu'on considère que naturellement, c'est les femmes qui doivent s'occuper des aînés ou des personnes malades. On atteint une zone paritaire, je dirais, entre les hommes et les femmes sur la proche aidance, puisqu'on est à 58% de personnes qui sont des femmes, mais elles occupent souvent des tâches qui sont plus traditionnelles et plus complexes et donc qui ont plus d'impact sur leur propre vie, le stress, l'épuisement, la réduction des loisirs, etc. Et ça, c'est important dans le cadre des droits parce que dans le fond, ce qu'on va voir par après, c'est que les mesures qui sont mises en place pour aider les proches aidants souvent viennent créer une discrimination entre les hommes et les femmes. Au niveau du travail, ce qu'il faut savoir, donc c'est 57% des proches aidants qui travaillent. Ça fait à peu près un salarié sur 3 dans les entreprises. Et puis, le fait de travailler, c'est très important pour un proche aidant. Ça lui permet d'avoir une identité autre. Mais par contre, c'est difficile de concilier les deux rôles de professionnel et de proche aidant. Et souvent, on réduit ses heures de travail, voire on arrête carrément de travailler, ce qui fait une perte de revenus de 16 000 $ par année. Ce qui explique pourquoi 20% des proches aidants vivent de l'insécurité financière. Pourtant, jusqu'à preuve du contraire, les proches aidants, ils permettent d'économiser au gouvernement québécois, mais à n'importe quel gouvernement, des milliards de dollars par année dans les soins de santé et des services sociaux. Quand je dis jusqu'à preuve du contraire, c'est parce qu'on n'est pas certain que les conséquences de la proche aidance viennent pas augmenter les soins que les proches aidants auront besoin par la suite. Et que peut-être que plus tard, ils seront des personnes qui auront plus besoin de soins que s'ils n'avaient pas été proches aidants. Les proches aidants aussi, ils prodiguent donc du début à la fin de vie. Ils sont un tiers à faire des soins palliatifs à domicile. C'est ceux qui vivent aussi, un tiers à vivre de la détresse dans les soins palliatifs à domicile parce que c'est pas toujours évident d'avoir des services dans ce cadre-là. Rapidement sur les soins palliatifs, ce que je voulais vous amener, c'est que dans le fond, souvent, les proches aidants veulent respecter la demande de la personne qui va décéder de mourir à domicile ou dans une maison des soins palliatifs. Sauf que ce n'est pas toujours possible. Et ce qu'on a réalisé récemment, c'est que ce n'est pas tant le lieu où la personne est décédée qui fait que le deuil va être difficile à vivre ou pas, que la perception que le proche aidant a eue de la souffrance de la fin de vie. Si la personne qui est décédée a eu une grande souffrance à la fin de sa vie, et ça va être très difficile pour le proche aidant d'accepter le deuil, peu importe où la fin de vie a eu lieu. Et ça, c'est très important parce que dans le cadre de la pandémie, on a vu que beaucoup de personnes ont été un peu abandonnées, isolées de leurs proches pendant leurs derniers instants. Et c'est donc très difficile pour les proches aidants de dépasser ce deuil d'une manière moins complexe possible. Dans les définitions des proches aidants, on ne parle pas tant de pourquoi on devient proche aidant. Pour nous, ça devient de plus en plus primordial parce que ce qu'on se rend compte, c'est que dans le fond, les proches aidants, ils visent à ce que la personne malade se rétablisse, qu'elle soit malade, blessée. Bon, vieillissante, elle peut souvent pas forcément se rétablir à la hauteur de ce qu'elle était avant, mais on peut quand même maintenir ou améliorer la qualité de vie. Et puis, comme en lien avec les soins palliatifs, c'est aussi l'idée de favoriser une fin de vie satisfaisante selon les volontés de la personne. Et tout ça, actuellement, c'est très difficile à mettre à faire en tant que proche aidant dans le réseau de la santé pour tout un ensemble de raisons organisationnelles, accès aux services, etc. Et quand on n'atteint pas ces objectifs en tant que proche aidant, on a une détresse psychologique, un risque de dépression, d'épuisement, d'auto-maltraitance qui est accru. C'est plus difficile de faire son deuil et on a un risque d'homicide-suicide aussi qui est développé. Fait que c'est l'important aussi de respecter les droits des proches aidants, mais c'est pour éviter tout ça. Actuellement, donc, les droits des proches aidants dans les lois au Québec, il y a la Charte des droits et des libertés de la personne qui permet, dans le fond, le respect des droits économiques et sociaux. Donc, le droit au logement, le droit à la santé, à un niveau de vie décent.
Pourtant, donc, ces droits-là, ils n'ont pas les mêmes statuts que les autres droits et donc, ils sont moins souvent renforcés dans les lois. Et puis surtout, ils ne sont pas spécifiques aux proches aidants, c'est vraiment toute la population de manière générale. Fait qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un avis de recherche. Où sont les proches aidants dans les lois au Québec? Il n'y en a pas vraiment. La première loi qui parle des proches aidants, c'est la loi des normes du travail et elle date de juin 2018. Et donc, c'est la première fois qu'il y a des droits pour les proches aidants, mais les proches aidants ne sont pas définis dans cette loi-là. Fait qu'encore une fois, on a vraiment un problème de qui va se reconnaître comme tel et donc utiliser ces droits. Actuellement, c'est très compliqué sur le terrain. Donc, les droits au travail. La nouvelle loi donc, de juin 2018, elle permet de trois choses. C'est des avancées qui ont été quand même, qui sont à souligner, mais qui restent minimes par rapport aux besoins. On parle par exemple de 2 jours de congés rémunérés pour proches aidants. Par contre, ces 2 jours-là, ils ne s'additionnent pas avec les 2 jours qu'un salarié aurait pu prendre parce que lui-même est malade. Donc, c'est 2 jours rémunérés de congé maladie. En plus des jours rémunérés, on a 8 jours non rémunérés. Il y a une absence sans salaire jusqu'à 16 semaines pour à peu près qu'on peut prendre répartie sur un an. Quand la personne qu'on aide, elle a une maladie grave ou elle est victime d'un accident. Ça peut aller jusqu'à 36 semaines si c'est un enfant mineur. Là, vous me direz, ben oui, mais il n'y a pas de salaire avec ça. C'est parce que les salaires, la rémunération de ces absences-là, elles sont au niveau fédéral. Là, on parle vraiment du niveau provincial. Il y a aussi une absence sans salaire jusqu'à 27 semaines pour ce qu'on appelle un peu le congé de compassion, qui est pour une personne en fin de vie. Et encore une fois, c'est bonifié dans le cadre d'un enfant. Il y a aussi donc 5 journées, dont 2 jours avec salaire dans le cas d'un décès, mais il faut que ce soit la famille proche. Et là-dedans, on n'inclut pas les proches aidants d'amis ou des proches aidants qui auraient pu vraiment être très présents pour quelqu'un, mais qui soient plus éloignés dans le cadre familial. Ensuite, il y a 1 jour sans salaire dans le cas du décès de quelqu'un d'un peu plus éloigné. Encore une fois, les proches aidants ne sont pas compris là-dedans s'ils ne sont pas de la famille directe. Et puis, il y a quelques mesures aussi qui sont propres, qui sont générales, mais qui peuvent être utiles aux proches aidants. C'est le droit de refuser de faire des heures supplémentaires, plus que 2 heures supplémentaires, si on n'a pas été prévenu 5 jours à l'avance. Et puis, c'est la possibilité d'étaler ces heures. Donc, ça c'est bien utile pour des proches aidants qui soient deux frères, un frère et une sœur, enfin une fratrie qui accueille en rotation une personne, soit des parents qui sont séparés avec un enfant. Donc, ça permet que la semaine 1, ils fassent 30 heures, puis la semaine 2, ils fassent 40 heures. Donc, quand ils ont la personne, ils font un peu moins d'heures que quand ils ne l'ont pas. Mais ça encore, c'est pour une durée quand même limitée dans l'année. Donc, d'après vous, avec tout ça, est-ce que les proches aidants, ils auraient besoin de combien de jours de congés rémunérés pour pouvoir vraiment prendre soin de la personne sans utiliser leurs jours de congé? Est-ce que 2 jours, comme dans la loi, sont suffisants? Est-ce que ça prendrait de 3 à 5, de 6 à 10 ou de 10 à 15? Fait que je vous laisse répondre à côté, là, dans la conversation, et je ne vois pas les réponses. Je ne sais pas si Isabelle, tu pourrais me dire ça a l'air de quoi? Parce que en partageant l'écran, je perds en fait le zoom. Oui, tout à fait. Alors, il y a une personne qui dit 10 à 15, une autre 6, 10 et plus, une autre personne 10 à 15, une autre 10 à 15, 10 à 15 encore, 10 à 15, 10 à 15 aussi, autre 10 à 15. Vous êtes très bon. Félicitations. Effectivement, en fait, il y a un projet de recherche qui a eu lieu par Mélanie Gagnon de l'Université du Québec à Rimouski. Puis, ce n'est pas la seule à l'avoir démontré, mais en général, les proches aidants prennent déjà, en fait, 10 à 15 jours de congés non rémunérés sans solde, en plus de leurs jours de vacances. Fait que minimalement, il faudrait 10 à 15 pour qu'ils puissent ne pas s'appauvrir dans ce cadre-là. Et puis, donc, vrai ou faux, selon vous, donc, la Charte des droits et des libertés de la personne, est-ce qu'elle garantit qu'une personne proche aidante salariée
ne soit pas discriminée dans le cadre de son travail. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle est proche aidante qu'elle peut pas être embauchée, c'est pas parce qu'elle est proche aidante qu'elle peut pas avoir une promotion. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Est-ce que cette loi, la Charte des droits, permet ça? Faux, 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 faux. Bon, alors, c'est ni vrai complètement, ni faux complètement, mais c'est plutôt faux, dans le sens que la Charte des droits, elle garantit que personne peut être discriminé dans son travail en raison de sa situation familiale. Mais dans familial, ça inclut pas la proche aidance, parce qu'il y a quand même 16 à 18% des proches aidants qui sont des proches aidants d'amis ou de voisins. Et encore une fois, la famille, la définition de la famille est une définition très stricte. Donc, par exemple, si vous êtes proche aidante de votre arrière-grand-mère ou de votre grand-tante, puis c'est des vrais cas que j'ai vus, vous ne serez pas considéré comme proche aidant, ça ne sera pas considéré comme la famille au regard de la Charte des droits et des libertés. Fait que dans le fond, nous, on milite pour que cette charte-là soit adaptée et on voit le terme proche aidant apparaître pour qu'il puisse être vraiment protégé dans le cadre de cette loi. Donc, on parlait aussi du droit à un niveau de vie décent. Alors, actuellement, ne cherchez pas les allocations pour les proches aidants, ça n'existe pas. Ne cherchez pas, en fait, vraiment de mesures directes de soutien financier aux proches aidants, ça n'existe pas. Ce qu'il existe, c'est les crédits d'impôt. On en a au niveau fédéral et on en a au niveau provincial. Au niveau fédéral, c'est le crédit canadien pour aidants naturels. Il est non remboursable. Ça veut dire que si vous ne payez pas d'impôt parce que votre revenu n'est pas assez important, vous n'aurez pas le droit à ce montant-là. Il est une demande par logement ou par personne. Puis ça, c'est un problème parce qu'il y a quand même à peu près la moitié des proches aidants, un quart, excusez-moi, 25% des proches aidants qui sont proches aidants de plusieurs personnes. Fait qu'on voit que cet impôt-là, finalement, il est très restrictif. Au niveau des impôts, des crédits d'impôt provinciaux, il y en a maintenant, il y en a 2. Puis tantôt, il y en avait encore plus, mais ils se déclinent encore une fois en fonction de où la personne habite. Mais globalement, ils sont remboursables. Ça veut dire que peu importe votre niveau de revenu, vous allez avoir un chèque à la fin, sauf qu'ils dépendent des revenus de la personne aidée. Ça veut dire que si votre personne aidée a fait un bon salaire dans sa vie et a une bonne retraite, et bien tant pis pour vous, ça va être dégressif votre revenu d'impôt. C'est à peu près 542 à 1205 $ par année. Et en plus, on ne peut pas les fractionner, on ne peut pas les recevoir mensuellement. En même temps, il y en a pour qui ça serait juste 10 $ par mois, fait que ce ne serait pas très avantageux. Mais ça veut dire aussi qu'on peut s'appauvrir toute l'année jusqu'à temps qu'on les reçoive. Et puis, il faut prouver que dans le fond, on a été proche aidant pendant un certain nombre de jours dans l'année, dont 153 jours dans l'année en cours. Et ça, c'est très problématique parce que pour les proches aidants d'une personne en fin de vie, c'est au moment de la fin de vie que l'intensité est tellement forte que ça demande de mettre de côté son travail, que ça demande énormément de dépenses additionnelles. Or, une personne, elle peut décéder en moins de 183 jours. Et donc, ces proches aidants-là, ils n'ont plus accès à ce seul et unique revenu, en tout cas, soutien financier. Par contre, au niveau provincial, c'est fractionnable entre plusieurs proches aidants. Puis, si vous avez 2 proches aidants ou plus, vous avez une majoration. Il existe aussi le crédit d'impôt pour répit. Donc, c'est à peu près 1 560 $. Ça couvre 30% des frais que vous pourriez engager pour embaucher un professionnel qui a un diplôme pour qu'il vienne vous relayer dans le fond. Et puis pour ça, il ne faut pas que ça dépense 5 200 $ par année. Donc encore une fois, c'est assez restrictif. Et puis, dans ce cas-là, il faut que vous habitiez avec la personne que vous aidez. Si vous voulez que quelqu'un vous relaye dans un lieu d'hébergement ou dans la maison même de la personne aidée, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas le droit à ce crédit d'impôt-là, en tout cas. Fait qu'on voit, c'est vraiment des systèmes avec beaucoup de petites cases. Puis j'imagine que si vous les avez déjà demandé une fois, vous savez à quel point c'est compliqué. Même il y a beaucoup de comptables qui ne sont pas toujours au fait de comment ça se passe. Et la meilleure façon d'avoir une réponse directe à votre question là-dessus, c'est vraiment d'appeler Revenu Québec et de patienter le temps que ça prend pour avoir quelqu'un au téléphone. Donc, d'après vous, est-ce que les crédits d'impôt, ils permettent de rembourser les dépenses que font les proches aidants dans l'exercice de leur rôle, que ce soit les frais de déplacement, les frais de répit ou n'importe quoi en fait? Jamais, absolument pas, non, non, pas tout à fait,
Non. Non. Bon, ben merci Isabelle d'être mes yeux. En fait, non seulement ils remboursent que, en moyenne, en tout cas les crédits d'impôt fédéraux, parce que cette étude-là, elle a été faite au niveau fédéral, ils ne remboursent que 18% des dépenses, mais en plus, il y a seulement 3,6% des proches aidants qui obtiennent ce crédit d'impôt-là, ou qui l'utilisent, ou qui le demandent. C'est pas facile de savoir qu'est-ce qui fait qu'ils l'ont pas. Mais donc, on voit que clairement, c'est pas une solution pour les frais additionnels et les pertes de revenus que vivent les proches aidants. Fait que, à la réponse, est-ce qu'on garantit un droit à un niveau de vie décent? C'est non. Aujourd'hui, en tout cas, c'est non. Il y a, dans le cadre de la loi, dans le cadre du travail, il y a tout ce qui est les prestations fédérales pour proches aidants. Donc, c'est géré par l'assurance emploi. C'est 55% maximum du salaire et ça ne doit pas dépasser 562 $ par semaine. Il y a plusieurs types de prestations. Il y a celle pour un proche aidant d'enfant, celle pour un proche aidant qui est 35 semaines, celle pour un proche aidant d'adulte 15 semaines et les prestations de compassion qui durent 25 semaines, 26 semaines. Ce qu'il faut savoir là encore, c'est que c'est pour les personnes qui ont une maladie grave ou un risque de décès important. C'est très, très difficile à faire valoir auprès de certains professionnels de la santé. Sauf que nous, ce qu'on s'est rendu compte au fil de l'expérience, c'est que dans le fond, les fonctionnaires du niveau fédéral, ils accepteraient qu'un professionnel de la santé dise, dans le fond, si Madame Tremblay, qui est la proche aidante de son conjoint qui fait de l'errance parce qu'il a Alzheimer, n'est pas présente constamment auprès de lui, mais lui, non seulement il risque de sortir de chez lui, mais il ne va pas s'alimenter, il ne va pas aller aux toilettes, il ne va pas boire, fait il y a un risque pour sa vie par manque de présence. Mais c'est sûr que lui, il ne va pas mourir d'Alzheimer demain, mais le risque est présent. Fait qu'il y a quand même des petites twists, mais il faut pouvoir convaincre un professionnel de la santé, et ça ne marche pas à tous les coups, malheureusement. Ce qu'il faut savoir aussi, je vous le disais tantôt, c'est qu'il y a des critères. Il faut accumuler 600 heures d'emploi dans les 56 dernières semaines. Fait que ça, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais ce qu'on voit aussi, paradoxalement, alors que ces prestations-là existent, elles sont très peu utilisées. Par exemple, les prestations de compassion, il y a une étude du gouvernement fédéral d'il y a quelques années, juste avant quand elles sont passées, avant qu'elles passent au moment où elles sont passées aux 26 semaines, et bien, qui montrait que dans le fond, alors qu'on a droit à 25 semaines, on en utilise seulement 10. Les demandes, elles sont faites trop tardivement, alors qu'on a le droit de les faire très en amont. On a le droit aussi, si ça va mieux, de les arrêter, de les reprendre. Mais ça ne se fait pas, les gens ne les demandent pas, ou alors ils les demandent vraiment pour la toute fin, ou une fois que la personne est décédée, pour organiser tout ce qui est les funérailles, etc., etc. Donc, encore une petite question. D'après vous, est-ce que les prestations d'assurance emploi, elles permettent à toutes les personnes proches aidantes salariées de bénéficier d'un revenu sans discrimination de qui sont ces personnes-là? Faux. Faux. Non. Faux. Merci Isabelle. Effectivement, non, pour la simple et bonne raison qu'elles ne tiennent pas compte dans les calculs des temps partiels, de la précarité d'emploi, du fait qu'on peut travailler pendant 3 mois, puis plus pendant 2 mois, puis revenir pendant 3 mois, et des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Donc, et c'est une étude qui a été faite par les associations de personnes chômeuses qui se sont rendues compte que dans le fond, toutes ces prestations-là, elles appauvrissent les femmes plus que les hommes sur le court terme, en fait. Je vois que j'ai des fautes de frappe, là. Je me prends des petites notes. Les mesures contre l'épuisement, donc c'est le droit à la santé et au bien-être, dans le fond, qu'on va voir à travers ça. Il existe des choses dans le réseau de la santé. Il y a les services de répit, il y a les services de relève. On parle de services de gardiennage ou de présence-surveillance quand vous avez besoin de partir. Il y a certains services d'urgence qui peuvent exister, même s'ils ne sont pas forcément faciles d'accès,
Il y a tout ce qui est les services de répit pour que les proches aidants puissent avoir des loisirs ou des activités pour eux, pour se ressourcer ou pour leur propre santé, que ce soit donc l'intervenant vient au domicile de la personne ou à l'extérieur dans des centres de jour, des centres d'activité. Il y a de temps en temps des places d'hébergement temporaire ou des maisons de répit, on pense aux maisons Jules Carle entre autres. Donc il existe des choses. Je vous dirais aujourd'hui, l'offre ne répond pas à la demande. Il y a de l'attente pour avoir des places, surtout dans ce qui est de ces services-là quand ils sont gérés par le réseau public. Il y a une difficulté à avoir accès au moment où on en a besoin et de la façon dont on en a besoin. C'est-à-dire que des fois, on n'est pas capable d'avoir un répit à domicile parce qu'il n'y a pas de personne pour venir, mais du coup, on a le droit à un répit en centre de jour, sauf que ça ne correspond pas puisque, par exemple, on avait besoin la nuit, puis là, c'est la journée. Donc, et c'est très, très difficile de se retrouver à l'intérieur de tous les services qui sont possibles parce qu'il existe des organismes de maladies qui vont proposer des services sur le même territoire. Il peut y avoir le centre d'action bénévole, il peut y avoir le CLSC, il peut y avoir le CHSLD. Donc, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Et souvent, c'est au proche aidant de faire toutes ces démarches-là avec les connaissances qu'il en a. Il existe aussi du soutien psychosocial, qu'il soit individuel ou de groupe. Je ne vous cacherai pas que ce soutien-là, il est majoritairement offert par les organismes communautaires. Il en existe dans certains CLSC, mais il est assez difficile d'accès. Il n'est pas toujours il n'est pas égal dans tous les territoires du Québec. Enfin, il y a tout ce qui est les conférences, les rencontres d'information et les causeries entre proches aidants. Ça, encore une fois, c'est beaucoup les organismes communautaires qui les assurent avec les moyens financiers qu'ils ont. Et très sincèrement, ils font beaucoup avec pas beaucoup. Et puis, il y a tout ce qui est les activités plus de loisirs, de détente, de socialisation qui sont spécifiques aux proches aidants. Alors là, n'essayez pas de retrouver ça dans le réseau public. C'est très, très rare qu'il y en ait. Et puis, la difficulté de ces activités-là, c'est qu'elles sont moins vues comme des activités essentielles à la santé. Alors même que dans le fond, on le sait, elles maintiennent la qualité de vie, la santé mentale, etc., etc., mais elles sont encore plus difficiles à financer parce qu'on voit moins le lien direct entre ces activités et le bien-être de la personne proche aidante. Il y a aussi tout ce qui est le soutien à la vie quotidienne, donc l'aide au transport, la livraison de repas. Ce qu'on a vu aussi pendant la pandémie, c'était dans le fond un intervenant d'un organisme qui vient récupère le linge sale, va le laver, le ramène. Donc, il y a ce genre de services-là qui se mettent en place de manière dans tous les jours et dans des contextes un peu comme ça. Dans les services à domicile, on voit encore une fois beaucoup d'acteurs. Il y a donc le service public, les CLSC. Il y a les organismes communautaires, certains en proposent. Il y a tout ce qui est des agences privées. Puis, il y a les entreprises d'économie sociale et solidaire. Ça aussi, il y a le chèque emploi-service. Donc là, c'est attribué par le CLSC qui fait une évaluation des besoins de la personne aidée et non pas du proche aidant. Et ça permet donc à la personne aidée ou au proche aidant d'embaucher un préposé qui souhaite. Ça veut dire que si on est issu d'une minorité, qu'on parle une langue et qu'on parle très peu mal français, mal anglais, ça permet d'embaucher quelqu'un issu de cette minorité-là, ce que le réseau de la santé publique n'aurait pas forcément permis parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les langues sous la main, j'aurais envie de dire. La difficulté de ce chèque emploi-service-là, au-delà du fait qu'il ne couvre pas le coût du salaire, c'est-à-dire qu'en général, c'est autour de 14 $ par heure, alors qu'un salaire de préposé, dépendamment des régions du Québec, ça va entre 17 et 25 $, encore plus maintenant qu'il y a eu des rehaussements suite à la pandémie. Donc, ça demande aux proches aidants de payer pour avoir accès. Mais surtout, c'est que la personne proche aidante est considérée comme un employeur. Ça veut dire qu'à partir du moment où elle embauche quelqu'un à travers le chèque emploi-service, elle doit suivre elle-même les lois des normes du travail, les comprendre et être en mesure de les appliquer. Et nous, on est intervenu sur plusieurs cas de proches aidants qui se sont retrouvés en procès par des employés parce que de manière des fois très non intentionnelle, de méconnaissance des lois du norme du travail, de comment ça fonctionne,
on ne fait pas les bonnes actions, on ne pas respecter les droits des employés ou dans le cadre des fois du harcèlement psychologique, d'allégations d'harcèlement psychologique ou au travail. Donc, c'est très, très délicat dans ces cas-là. Et aujourd'hui, il n'y a pas je dirais, de jurisprudence là-dessus. Et les SUS gèrent de manière très inégale ce genre de problématique-là. Et on a vu des proches aidants s'appauvrir pour embaucher des avocats pour pouvoir se sortir de ces situations-là. Donc, vrai ou faux, les proches aidants ont le droit à une évaluation systématique annuelle de leurs besoins de soutien par des professionnels de la santé aujourd'hui. Faux, faux. Faux, faux, absolument pas. Faux. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est pas systématique, c'est encore moins annuel. Si ça se fait une fois, c'est considéré comme fait. Reste que de plus en plus, il y a cette directive auprès des professionnels de la santé comme quoi il faut qu'ils le fassent. Mais comme c'est pas obligatoire, comme ça n'apparaît pas dans les statistiques du nombre de cas et d'actes traités, c'est très peu fait. Ça fait quand même à peu près 1 an, par contre, que le ministère de la Santé et des Services sociaux travaille à faire un dossier proche aidant, ce qui fait que quand vous arrivez avec la personne qui vient d'avoir un diagnostic ou que vous suivez, le professionnel de la santé pourrait vous ouvrir un dossier qui serait relié avec celui de la personne aidée. On voit que vous êtes proche aidant et là, on fait l'évaluation de vos besoins et on met en place des services. En même temps, la difficulté aujourd'hui de dire on veut faire une évaluation systématique, c'est qu'on n'a pas toujours les services à mettre en place. C'est que nous, oui, on prône cette évaluation-là, mais qui vient conjointement avec des services parce que si on commence à dire, dans le fond, ah oui, vous êtes une proche aidante, puis ah oui, je vois que vous êtes épuisé parce qu'il y a telle affaire, parce que vous faites tel acte, parce que ci, parce que ça, et ça s'arrête là, vous allez être pas mal frustré parce que vous auriez aimé avoir à côté, je vais vous offrir du répit, vous allez avoir le droit à de la relève. Non. Donc, aujourd'hui, on veut vraiment que les deux aillent de pair pour être sûr qu'on ne fait pas de la maltraitance institutionnelle. Vrai ou faux? Proposer à une personne proche aidante d'assister à une conférence d'information sur la maladie de son proche ou sur les techniques pour mieux la soigner vise le bien-être de la personne proche aidante. Vraiment? Oui. Oui. Vrai? Oui. Oui. Oui, vrai. Ce serait excellent. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait vrai parce que oui, on va outiller la personne proche aidante et elle va de cette façon-là se sentir plus compétente pour tenir son rôle. Mais quand on fait ce genre de conférence-là, on va pas on va quand même responsabiliser le proche aidant. On va lui dire, à partir de maintenant, tu dois faire les choses de telle manière. Et on ne va pas lui dire, et voilà comment on peut te soutenir au quotidien, et voilà comment toi, tu peux te protéger toi-même des risques de blessures ou te protéger des risques d'épuisement. Fait que ce genre de conférences-là, ils sont à double tranchant. Il faut vraiment faire attention. Et si j'en parle, c'est parce qu'il y a une tendance au niveau politique ou dans le milieu de la santé à dire, oui, on leur offre du soutien. Regardez, quand une personne a un diagnostic d'Alzheimer ou d'autisme, le proche aidant a droit à 3 rencontres pour lui expliquer c'est quoi le diagnostic, c'est quoi la problématique, puis comment parler à son proche. Bien sûr que ça va l'outiller, le proche aidant, sauf que ça prendrait une 4e ou une 5e rencontre pour lui expliquer c'est quoi les signes d'épuisement, où tu peux aller te faire soutenir, à quoi il faut que tu fasses attention dans ta propre santé pour pouvoir mieux vivre cet épisode-là. Et donc ça, c'est très peu pour le moment mis de l'avant. Les organismes en font, mais dans le milieu plus politique, on voit moins cette différence-là. Et dans le réseau de la santé, malheureusement, les ressources limitées, le fait qu'on est l'usager de la santé, c'est la personne aidée, c'est pas le proche aidant. Donc, on offre moins ce genre d'informations-là. Quand une personne malade a le soutien d'une personne proche aidante, on peut, 1, diminuer les services proposés puisque dans le fond, la personne proche aidante peut le faire. 2, donner des services
que les services voulus par la personne malade et les autres seront donnés par la personne procédante. Et puis, 3, demander à la personne procédante le type de soutien qu'elle souhaite donner et proposer une aide extérieure pour ce qu'elle ne souhaite pas faire. Est-ce qu'on peut répondre par 1, 2 ou 3, Mélanie? Oui, c'est... Alors, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ce n'est pas le cas présentement, par contre. 3. Exactement. C'est 3, mais ce n'est pas le cas présentement. Techniquement, c'est même pas on peut, c'est on doit. C'est-à-dire que d'après la politique chez soi, premier choix, c'est un choix d'être proche aidant. Mais aujourd'hui, ce choix-là, il n'est pas vraiment pris en compte ni sur qu'est-ce que le proche aidant peut faire, ni sur l'ampleur de la proche aidance. Et ça, c'est vraiment, nous, quelque chose qu'on demande depuis longtemps parce que sinon, on impose le rôle de proche aidant et l'imposition du rôle, c'est une forme de maltraitance institutionnelle. Donc, la maltraitance, j'en parle un peu depuis le début. On a fait une recherche-action avec l'Université Laval, en fait, avec Sophie Étier, qui est professeure en travail social à l'Université Laval. Puis c'est un projet qui est financé par le Québec Amis des aînés. On a voulu définir ce que c'est que la maltraitance envers les proches aidants parce qu'on s'est rendu compte à travers la littérature. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, dans le monde, il y a à peu près 300 000 articles scientifiques qui sont publiés en santé. Et nous, en regardant les 15 dernières années, on a trouvé seulement 53 articles sur la maltraitance envers les proches aidants. C'est vous dire à quel point c'est en dehors du radar. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que ces articles-là, ils n'ont pas une définition claire de ce que c'est qu'un proche aidant. Fait que nous, on voulait mettre ça de l'avant, une définition. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, parce qu'on n'allait pas juste voir la littérature, on allait questionner des gens, c'est que la maltraitance, elle provient, oui, des institutions, mais là où on s'y attendait moins, c'est de l'entourage. Et ça, c'est absolument pas regardé actuellement par la science. De la personne aidée, on s'en doutait un peu parce qu'on le voit dans les comportements réactifs liés à certaines maladies. Et puis, il y a la personne procédante elle-même qui s'oublie, qui néglige ses besoins, qui a trop de, comment je dirais, d'exigence envers elle-même. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que la maltraitance, elle peut être intentionnelle ou non. Ça peut être le fait de faire un geste ou de ne pas le faire, donc de ne pas soutenir une personne proche aidante. Ça peut être aussi une attitude, un jugement, un geste qui se fait une fois, qui se fait plusieurs fois, peu importe. Tout ça, c'est des formes de maltraitance. Et puis, ça peut se cumuler, différentes formes, et évoluer dans le temps en fonction de la relation ou en fonction de la situation de santé. On voit qu'encore une fois, elle a donc différentes formes. Elle peut être physique, elle peut être psychologique, elle peut être sexuelle, financière. On en a parlé déjà un peu avant finalement. Elle peut être structurelle, c'est-à-dire que c'est les lois qui induisent cette maltraitance. Elle peut être sociale, elle peut être institutionnelle. Fait qu'elle a vraiment beaucoup de façons de se mettre, de s'exprimer. Et puis, donc, les conséquences, elles sont quand même majeures. C'est des problèmes de sommeil, c'est une santé qui est fragilisée, c'est de la tristesse, de la culpabilité, une diminution de l'estime de soi, augmentation des idées suicidaires, de l'anxiété, de l'isolement, des tensions au sein de la famille, de l'absentéisme au travail, des difficultés financières, etc., etc. Là, j'ai listé les plus importantes, mais il y en a quand même beaucoup. Au niveau des institutions, on a catégorisé 4 types de maltraitance. Il y a ce qu'on appelle la maltraitance physique. Ça, c'est par exemple de voir qu'une personne proche aidante, ça ne va plus. Elle a besoin de soutien, c'est trop lourd, elle n'est plus capable de dormir. On sent que ses idées, elle a un peu des idées noires, des idées suicidaires. Puis au lieu de se dire, on pourrait lui proposer des services, la relayer, lui offrir du répit, etc. Eh bien, on va médicaliser la personne proche aidante. Fait que parce qu'elle ne va pas bien, on va lui donner un médicament au lieu d'essayer d'agir sur la situation. Ça peut être psychologique, c'est du jugement, on ne reconnaît pas son expertise, on tolère le fait que, par exemple, son proche ou son entourage puisse maltraiter cette personne-là.
Ça peut être la violation du droit, donc le fait d'imposer le rôle ou de normaliser le rôle, c'est-à-dire mais non, mais vous êtes son conjoint, c'est normal ce que vous êtes en train de faire, c'est pas un rôle additionnel. Ou de surresponsabiliser le rôle en donnant plus d'actes à faire que ce que la personne souhaite faire. Et puis ça peut être financière, donc par le coût des services quand on veut y avoir accès. Et donc quelques exemples dans notre projet de recherche. Mais madame, vous êtes encore capable de le garder, voyons donc. Ou tu vas parler aux intervenants, ils se sentent menacés, accusés, ils vont t'effacer, ou en fin de compte, ils ne répondront pas à tes appels ou tu ne pourras jamais les rencontrer. Bon, voilà la fatigante qui arrive encore. Tu es perçu comme ça. Et c'est ça. Plus la personne avançait, plus on la tassait, plus elle était médicamentée. Et là, on n'a pas répondu à la situation. Clairement, la situation, dans ce cas-là, elle va s'arrêter le jour où la personne décède parce que même quand elle va rentrer en établissement, ça va se maintenir d'une autre forme. Et donc, ça peut durer des années. Fait qu'on n'a clairement pas répondu aux besoins des proches aidants. Il y a plusieurs raisons qui expliquent que dans le fond, la maltraitance est très, très peu abordée. Donc, au niveau du proche aidant, c'est le fait qu'on ne reconnaisse pas, on ne sait pas qu'est-ce que c'est la maltraitance. Puis souvent, il y a aussi une difficulté. Est-ce que c'est de la maltraitance ou est-ce que c'est une conséquence du rôle de proche aidant? Il y a des croyances, des valeurs personnelles, il y a l'idée de penser qu'on est encore capable, il y a la peur de déplaire à la famille, de créer des tensions, que la personne soit finalement hébergée et alors qu'on ne l'a pas choisi. Puis il y a aussi le fait qu'on n'a pas toujours les moyens pour aller se défendre quand on passe beaucoup de temps à soutenir quelqu'un au lieu de travailler. Au niveau de l'entourage, donc la famille, les amis, c'est souvent aussi des dynamiques qui existaient avant. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, par exemple, un proche aidant qui était maltraité par ses parents, quand les parents vont avoir besoin, il ne va pas couper court avec ses parents. Au contraire, ça va souvent être des proches aidants qui sont très, très investis dans la proche aidance. Ça va être aussi des pressions familiales et sociales, j'en ai parlé par rapport aux femmes, mais ça s'applique aussi aux hommes. Au niveau des institutions, ça va être le fait c'est difficile d'avoir accès à l'information, de comprendre comment le réseau de la santé fonctionne. Pour avoir travaillé en organisation du système de santé, moi, je vous dirais, même les gens qui travaillent dans le milieu de la santé ne sont pas toujours informés de comment ça fonctionne, ont des difficultés à s'y repérer. Ça va être aussi la normalisation des gestes et des paroles ou le fait de justifier, dans le fond, que la personne soit proche aidante parce que le réseau n'a pas de service à offrir à la personne aidée. Au niveau des politiques sociales, c'est ce que je disais au début, actuellement, il n'y a quasiment pas de loi qui parle des proches aidants, qui soit spécifique, soit qui en parle. Donc, la loi 56 vient, dans le fond, répondre à cette problématique-là. Et au niveau de la société, ben, c'est quand même une banalisation, une normalisation du rôle de proche aidant. Dans le fond, on s'est marié pour le meilleur et pour le pire. C'est aussi des questions de valeur ou de culture. Ça, on le voit aussi beaucoup, par exemple, chez les personnes issues d'immigration où c'est impensable qu'on puisse confier sa personne en hébergement. Vraiment, dans leur valeur, c'est la famille qui doit gérer tout et surtout les femmes, dans le fond, de ces familles-là. Fait que d'après tout ce que je vous ai dit, est-ce que c'est suffisant comme soutien? Au rang que nous, on sait que c'est non. Depuis 2018, on propose au niveau provincial une stratégie nationale qui, dans le fond, vient expliquer les 5 principes sur lesquels une politique nationale devrait s'appuyer. Donc, le choix libre, éclairé et révocable d'être proche aidant, c'est-à-dire que si on n'est plus capable, si on est envoyé pour notre travail à 300 km, si on a un nouvel enfant qui vient dans la maison puis qu'on se sent débordé, ben, qu'on puisse dire « je ne peux plus assumer ce rôle-là, quelqu'un d'autre doit le prendre à ma place ». C'est la reconnaissance de l'expertise des proches aidants. Ils savent, ils voient qu'est-ce qui se passe à la maison, ils voient les effets d'un nouveau médicament, d'un changement de personnel dans un lieu d'hébergement. C'est l'évaluation systématique et distincte des besoins des proches aidants, donc distincte des besoins de la personne aidée, qui va avec les services. Je n'ai pas tout mis le principe, mais qui doit aller avec des services. C'est la lutte contre la pauvreté, parce que c'est un déterminant de santé aussi, et trop de personnes proches aidantes s'appauvrissent. Et puis, c'est développer les connaissances, les synergies entre les organismes, la recherche et les décideurs. C'est pour ça nous a amené, dans le fond, à demander dès juillet 2018 un observatoire de la proche aidance.
Nous, notre idée, c'est que vraiment, donc, il faut valoriser, épauler les proches aidants. Il faut inclure tous les proches aidants. Actuellement, il y a la loi qui a créé l'appui national pour les proches aidants. C'est seulement pour les proches aidants d'aînés. Nous, on veut tous les inclure. Toutes les maladies, toutes les situations, que ce soit le handicap, que ce soit un accident ou le vieillissement. Et puis, tous les lieux de vie, à la maison, en hébergement, peu importe, tous les proches aidants devraient être pris en compte. Il faut englober toutes les sphères de la vie, donc lutter contre l'épuisement, l'appauvrissement. Il faut changer de paradigme. En fait, actuellement, il y a cette idée que non seulement les proches aidants font économiser de l'argent au gouvernement, mais en fait, qu'on est mieux de ne pas les soutenir parce que ça nous coûterait plus cher de les soutenir. Nous, on pense que c'est l'inverse. C'est que peut-être qu'au début, ils font économiser le réseau de la santé, mais à force de s'épuiser, à force de s'appauvrir, ça a un impact majeur sur leur santé. Entre autres, être proche aidant d'une personne qui souffre de démence, par exemple, c'est une des rares statistiques qu'on a à ce niveau-là, c'est réduit de 4 ans l'espérance de vie. Fait que, sur le long terme, probablement que ça coûte plus cher de ne pas soutenir les proches aidants. Aujourd'hui, on a une vision qui est utilitariste de la proche aidant, c'est-à-dire que on va donner des services au proche aidant quand il en vient épuisé, quand il ne va plus être capable de faire son rôle. Alors là, on va se dire, oulala, comme on n'est pas capable de le relayer, on va lui offrir des services parce que si lui, il s'en va du décor, ben, la personne, là, il n'y aura plus personne pour la soutenir. Et puis, donc, changer de paradigme, pas seulement les proches aidants d'aînés, mais tous inclus. Donc, pour ça, ça demande de préciser les critères de qui est proche aidant et aussi d'accepter qu'il y a des proches aidants principaux puis des proches aidants secondaires. Parce que si les proches aidants secondaires étaient mieux reconnus, eh ben, ils seraient plus en mesure de soutenir le proche aidant principal et ça partagerait les responsabilités. Bien sûr, un meilleur financement aux organismes communautaires et puis prioriser les organismes qui offrent des services spécialisés en proche aidants, qui ont beaucoup d'expertise dans le domaine, plutôt que de toujours recréer des nouveaux services quand ils existent sur un territoire donné. Il faut aider les employeurs, les établissements d'enseignement pour concilier proche aidance, travail et études, et puis donc développer les connaissances, comme je disais tantôt. Aujourd'hui, c'est un moment historique. Il y a le projet de loi 56 qui vise à reconnaître, à soutenir les personnes proches aidantes. C'est historique parce que j'aurais envie de dire, peu importe si tout est là ou pas dans ce projet de loi, c'est la première fois au Québec qu'on a un projet de loi qui s'adresse à toutes les personnes proches aidantes, que ce soit les parents d'enfants, les jeunes, les vieux, les amis, les voisins, ça s'adresse à tout le monde. C'est la première fois qu'il y a l'idée de donner des services aux proches aidants parce qu'il est une personne à part entière et donc de le rendre à quelque part usager du système de santé plutôt que de dire que c'est un acteur qui tourne autour de la personne aidée mais qu'on n'est pas obligé de s'en occuper en tant que réseau de la santé. Là, ça va obliger ça. Ça rend la ministre ou le ministre, malheureusement, c'est écrit seulement des aînés, dommage parce qu'il me semble qu'actuellement on a une liste des proches aidants. Donc, ça le rend imputable de l'application de la loi. Il doit, donc, tous les 5 ans, faire une analyse de ce qui s'est passé et réorienter. Et puis, donc, ça oblige à avoir une politique nationale, un plan d'action, donc, 1 an après que la loi soit adoptée. Et que ça, c'est majeur parce que c'est la première pierre vers quelque chose. Et il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont des lois. Quelques pays ont des politiques, mais une politique, d'un gouvernement à l'autre, c'est facile de l'oublier. Alors qu'une loi, un gouvernement est obligé de suivre la loi. C'est l'intérêt de ce projet de loi-là, qui, malheureusement, dans le fond, repousse l'application d'un plan d'action avec des services directs qui seraient mis en place, mais permet que le jour où le gouvernement n'est pas réélu, le prochain gouvernement aura l'obligation de tenir cette politique nationale et les principes de la politique sont écrits dans ce projet de loi. Ça veut dire qu'on ne pourra pas, en tant que gouvernement, décider de ne pas regarder telle chose ou d'ajouter quelque chose sans changer la loi. Et changer la loi, ça va amener tout un ensemble de processus démocratiques qui vont faire que des groupes comme le nôtre vont pouvoir dire oui, non, bonne idée, mauvaise idée. Rapidement, je ne vais pas vous expliquer toute la loi, mais cette loi-là permet aussi qu'il y ait comme une forme de consultation
Donc, il y a le comité de suivi de l'action gouvernementale, c'est les ministres qui se réunissent entre eux. Mais il y a le comité des partenaires. Et ce comité-là, il y a des proches aidants dessus. Fait que vous, en tant que proche aidant, vous pouvez postuler pour être sur ce comité. Il y a des organismes, malheureusement juste 2, mais il y a quand même 2 places pour des organismes communautaires. Il y a quelques chercheurs, il y a différents ministères aussi quand même. Puis donc, eux, ils se réunissent et ils sont censés proposer au gouvernement, consulter pour le plan d'action, proposer des gens ou des données à aller consulter pour pouvoir améliorer le plan d'action. Et d'un autre côté, il y a l'Observatoire québécois de la proche aidance. Donc, lui, l'idée, c'est d'aller faire de la recherche, d'aller voir les statistiques sur les proches aidants, d'aller être capable de voir sur le long terme comment ça se passe et d'analyser. Et ces deux, le comité des partenaires et l'Observatoire, doivent se réunir, eux, entre eux, au moins une fois pour s'arrimer. Mais eux deux peuvent influencer le ministre ou la ministre pour l'application de son plan d'action. Alors, il y a des bonifications possibles quand même. Ce projet de loi, il définit largement les proches aidants. Donc, techniquement, tout le monde est inclus dedans. Seulement, c'est une définition qui est quand même large, qui est assez imprécise. Et ce qu'on réalise, c'est qu'il y a plusieurs types de proches aidants qui ne se retrouvent pas. Et d'ailleurs, nous, on veut lancer un sondage là prochainement avec la définition qui est dans la loi, une autre type de définition, puis voir qui se reconnaît le mieux. Parce qu'on veut passer en commission parlementaire pour dire, dans le fond, votre définition, il faut la bonifier. Ça oblige tous les gouvernements, comme je disais, à favoriser la santé, le bien-être, le maintien de l'équilibre de vie. Sauf qu'en même temps, il n'y a pas de référence dans la loi sur le soutien financier, la conciliation, proche aidance, travail, études. Et ça, nous, ce qu'on craint, c'est que, dans le fond, aujourd'hui, Mme Blais, elle est sensible à ça, mais que dans 2 ans, 3 ans, ça soit un autre ministre qui, pour lui, c'est pas important. Et donc, hop, on voit effacer toute référence à ce type de soutien-là. Ce projet de loi reconnaît l'aspect transversal de la proche aidance. Ça veut dire que tous les ministères ou presque sont concernés. Le ministère des Transports, le ministère du Revenu, le ministère du Travail, le ministère même le Conseil du Trésor. Tous ces ministères-là sont concernés et quand ils font une loi ou une mesure, ça va avoir un impact sur les proches aidants. Donc, ils doivent en tenir compte. Le problème, c'est que pour le moment, c'est eux-mêmes qui doivent réaliser si oui ou non cette mesure, elle va toucher ou elle va concerner les proches aidants. Et nous, on se questionne à savoir, est-ce que tous les ministères sont vraiment conscients de ce que c'est que la proche aidance, de qu'est-ce qu'elle va toucher, de à quel point leurs mesures sont importantes pour la vie des proches aidants. Ce projet de loi-là, il reconnaît l'expertise des proches aidants. Vraiment, il oblige, dans le fond, le réseau de la santé, il l'obligerait, parce qu'il n'a pas encore été adopté, il obligerait le réseau de la santé à écouter les proches aidants, à entendre ce qu'ils ont à dire et à faire avec ce que les proches aidants disent. Le problème, c'est qu'il est vraiment autour de l'idée d'un proche aidant principal seulement, et donc tous les autres types de proches aidants qui seraient autour d'une personne aidée, ne seraient pas forcément écoutés et entendus. Or, on le sait, quand la maladie se fait plus importante, quand c'est la fin de vie ou quand c'est le cas de parents, souvent ils sont 2, il y a un papa et une maman, et il y a plusieurs proches aidants autour de la personne aidée. Le projet de loi 56, il reconnaît que les proches aidants doivent obtenir des services. Par contre, il n'y a pas de référence à une évaluation annuelle et encore moins à tout ce qui est du soutien à domicile. Et ça, pour nous, c'est un problème parce qu'on voit aujourd'hui avec la pandémie, ça a vraiment mis en exergue tous les problèmes dans les établissements, les hébergements comme les CHSLD, les résidences privées pour aînés. Et on n'a absolument pas parlé des proches aidants qui, eux, faisaient ce qu'ils pouvaient à domicile. Et on a peur que vraiment il y ait comme une orientation vers la brique au lieu d'avoir une orientation vers le continuum, vers tout ce que vivent les proches aidants. Ce projet de loi-là, il reconnaît que le proche aidant peut choisir l'ampleur de son soutien, donc plus, moins, quel type de soins ou de services il veut offrir ou de soutien. Mais il n'indique pas que c'est possible de lever le drapeau un jour en disant « moi, je suis plus capable, je suis moi-même malade ou j'ai n'importe quelle situation » ou même sans se justifier, là, je veux plus faire ce rôle-là. Est-ce que quelqu'un peut me relayer? Ça, c'est pas clair. Ce projet de loi, il reconnaît l'expertise des organismes puisqu'ils sont présents sur l'Observatoire et le comité des partenaires
Aujourd'hui, il y a seulement 2 organismes dans le comité, 2 sur l'observatoire, et sont nommés par le ou la ministre, ce qui veut dire que on ne peut pas garantir qu'ils vont y être encore dans un prochain gouvernement. Les chaises, ça pourrait jouer aux chaises musicales. L'Observatoire, il réunit des acteurs qui participent à l'excellence clinique dans le domaine des soins de santé et des services sociaux. Et ça, c'est un peu quelque chose que nous, on trouve dommage, c'est que les organismes communautaires de une ne sont pas mentionnés dans les acteurs qui vont être sollicités pour appliquer ou pour faire de la recherche. Mais en plus, comme j'ai commencé ma présentation sur tout ce qui est l'appauvrissement, c'est plus large du coup que le réseau de la santé et des services sociaux. Et l'Observatoire aurait pu être un magnifique véhicule pour tester. Est-ce qu'on donne une allocation au proche aidant? Est-ce qu'on donne une allocation à la personne aidée qui va, elle, financer le proche aidant? À quel montant on donne ce genre d'allocation? Est-ce qu'on fait juste augmenter les crédits d'impôt en enlevant certaines cases? Qu'est-ce qui va être le mieux pour les proches aidants? Qu'est-ce qui va mieux les soutenir, tous les proches aidants? Et ça aurait été merveilleux, mais pour le moment, ce n'est pas dans la loi. Le projet de loi considère que les proches aidants doivent être traités avec bienveillance, mais on ne voit pas de mention comme quoi ça prend un plan de lutte contre la maltraitance, fait qu'on a peur que ce soit juste des paroles un peu qui s'appliquent, que les bottines ne suivent pas les babines. Et puis, je pense que ça a été inclus un peu à la fin, c'est que dans le fond, il a été rajouté dans ce projet de loi-là les maisons des aînés et alternatives, donc pour comme à quelque part les nommer comme des nouveaux établissements dans le réseau de la santé. C'est des très bonnes idées d'avoir des lieux de vie plus petits. Ce qui nous inquiète, nous, de notre côté, c'est que dans le fond, c'est de l'investissement dans de la brique. Si dans ces maisons des aînés-là, il n'y a pas une vraie réflexion sur une gestion, une politique qui inclut les proches aidants et les familles comme des partenaires de soins et qui, du coup, ne va pas les soutenir dans ce moment-là de proche aidance. Qu'est-ce que le projet de loi 56 améliorerait la qualité de vie s'il était adopté en l'état? Eh bien, notre réponse est oui, mais. Oui, mais ça va dépendre de ce qu'il va y avoir dans le plan d'action puis des dollars qui vont être mis en lien avec la politique, là, du montant qu'on va octroyer, à qui on va l'octroyer. Est-ce qu'on va financer les organismes communautaires un peu mieux, par exemple? Oui, mais ça va dépendre de la capacité des acteurs à changer de culture, de vision des proches aidants, par exemple les employeurs, par exemple le réseau de la santé. Oui, mais si on ne fait pas de lutte contre l'appauvrissement, si on ne fait pas que c'est une mesure inclue dans la loi, eh ben, on va passer à côté et puis les prochains gouvernements aussi vont passer à côté. Or, c'est une demande qui est de plus en plus pressante. Et puis, ben oui, mais il faut que le comité des partenaires et que l'observatoire, ils aient des dents, entre guillemets, ils puissent vraiment à la fois se développer, aller chercher des informations qui sont nécessaires et à la fois être réellement écoutés par le ou la ministre. Donc, ça fait le tour de ma présentation. J'ai essayé d'aller large, de ne pas vous endormir. J'espère que ça va. Je vais tout de suite prendre vos questions. Vous pouvez aussi nous retrouver. On a un site internet où on a des blogs dessus pour expliquer, par exemple, la loi des normes du travail ou certains autres questionnements. Vous pouvez aussi nous contacter via courriel, mais vous pouvez aussi nous contacter par téléphone. On a une page Facebook, un groupe Twitter, puis c'est ça. On essaie vraiment, nous, d'informer. Ça s'adresse aux proches aidants, ça s'adresse aux intervenants, ça s'adresse aux professionnels de la santé qui veulent avoir de l'information sur les enjeux ou qui veulent aussi nous signifier une situation qui n'a pas de bon sens. Parce que même si nous, on ne va pas régler cette situation-là particulière, ça nous permet aussi, quand on fait des représentations, quand on fait des analyses, de se dire « Ah oui, mais telle situation, elle est problématique, puis la loi actuelle n'y répond pas ou pas entièrement, ou telle mesure n'y répond pas ou pas entièrement. » Donc, n'hésitez pas à tout ce que vous ramenez du terrain. Pour nous, c'est une ressource inestimable et on en tient toujours compte, même si des fois on a mis du temps avant de vous répondre, on en tient toujours compte pour que ensuite nos représentations, nos prises de position soient le plus juste possible avec la réalité du terrain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, on est en train de fermer la présentation et puis on a encore du temps là. Est-ce
tu as le temps toi aussi de prendre une gorgée d'eau, là, si tu veux. Ça fait quand même une bonne heure et quart que tu parles. Je ne sais pas si peut-être on pourrait commencer, Eliana, par des questions que tu aurais retenues dans le fil de conversation. Oui, alors il y avait Catherine qui posait la question si le RANC allait être parmi les partenaires dans le projet de loi, s'il avait été retenu parmi les partenaires avec l'Observatoire. Alors, c'est une bonne question auquel on n'a pas la réponse. Je vous dirais que nous, dès que le projet de loi est sorti, on a très vite annoncé qu'on était intéressé à faire partie de ce projet de loi. En fait, c'est plus qu'intéressé, c'est que tant qu'à nous, ça ne fait pas de sens qu'on ne soit pas sur ces deux comités ou au moins un seul, parce que vraiment, je pense qu'on a l'expertise puis on a l'aspect représentatif. Aujourd'hui, on le sait, on ne va pas être les seuls à demander ça, fait qu'on ne sait pas qu'est-ce que la ministre va décider. Et c'est possible qu'éventuellement, dans les prochaines semaines, on sollicite des proches aidants ou des organismes justement à nous plébisciter à quelque part pour qu'on puisse être présent à ces comités-là. Et de quelle manière on pourrait vous plébisciter? On est encore en train de regarder les détails là, parce que c'est le jeu politique, l'arène politique, c'est toujours une question d'équilibre à trouver. Il faut pousser, mais pas trop fort. Et de la bonne façon, des bonnes manières. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on discute beaucoup avec des députés du gouvernement ou de l'opposition pour justement leur dire et donc pouvoir aller chercher ça. Donc, les organismes, ce serait des lettres de soutien. Pour les proches aidants, on ne sait pas encore comment on pourrait les solliciter, mais on y réfléchit peut-être par une pétition. C'est ça, on est encore en train là, d'évaluer la situation. Alors, il y a Julien qui pose une question si le projet de loi serait voté dans 1 an et donc mis en application dans quelques années. Alors, le projet de loi, techniquement, il aurait dû sortir le 18 mars, mais tout le monde sait ce qui s'est passé le 13, fait qu'il a été mis sur la glace. Nous, on aurait vraiment aimé qu'il soit sorti avant parce qu'il aurait aidé beaucoup certaines situations qu'on a vécues là pendant la pandémie. Aujourd'hui, on fait pression et je vois que vous êtes d'un organisme, donc je vais aller spécifiquement là-dessus, mais nous, on fait pression auprès du gouvernement et des députés pour que ce projet de loi soit évalué, étudié dès la rentrée parlementaire là, en septembre. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas de quoi la rentrée parlementaire va avoir l'air. Est-ce qu'elle va être en personne? Est-ce qu'ils vont être en visio encore, etc. Je vous dirais que pour le moment, la plupart des députés voient bien la pertinence de ça et à quel point c'est primordial. Nous, ce qu'on va, en tant qu'organisme qui a des membres, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut envoyer un genre de kit mais qui peut aussi s'appliquer d'ailleurs aux proches aidants. C'est comment contacter votre député, comment lui présenter la loi et comment lui dire, s'il vous plaît, regardez-le le plus vite possible et voici les points qui sont importants pour nous ou qu'il faudrait modifier. Et en allant faire ces démarches-là auprès d'un député, par exemple, ça a l'air d'être beaucoup, mais nous, en fait, on vous donne un kit là où c'est presque la lettre est faite, vous avez juste à rentrer le nom de votre organisme ou le nom de votre, si vous êtes proche aidant, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Et on s'est rendu compte pendant les différentes élections que ça avait beaucoup influencé la perception, ce que les députés comprennent de la proche aidance. Et c'est très, très important parce qu'eux, après, vont être capables de ramener auprès de leurs leaders parlementaires que c'est vraiment primordial. Si la loi est étudiée et donc la plus grande probabilité, c'est qu'elle va être adoptée si elle est étudiée. On ne peut pas être contre la vertu. Ce n'est pas une loi qui va faire une grande polarisation de contre et de pour. Donc, il va y avoir des amendements, mais a priori, elle va passer facilement quand même. Donc, si elle est mise à l'agenda du Parlement à l'automne, elle sera adoptée à l'automne. Dans la loi, c'est écrit que la politique nationale doit être publiée dans l'année qui suit l'adoption de cette loi.
de nous, ce qu'on sait, c'est que la politique nationale est quand même globalement écrite. Elle va être modifiée en fonction des amendements qui vont être proposés, de ce que les organismes ou les procédants ou les acteurs de la procédance vont dire pendant les commissions parlementaires. Mais globalement, elle est là, fait qu'on pense que ça va aller assez vite. Mais quand même, ça donne une idée on peut tourner autour de 1 an et demi avant que les premières mesures soient réellement mises en place sur le terrain, descendent réellement sur le terrain. Nous, on sait que c'est tard, il y a des besoins qui sont urgents, fait qu'on milite sur les deux côtés. On milite sur oui à la loi, mais en attendant, il faut pas rien. Il faut continuer d'investir, il faut continuer d'amener de l'argent, il faut continuer d'aider les organismes, il faut continuer tout ce qui est les soins à domicile, etc. Parce que c'est aujourd'hui que les gens ont besoin, plus que jamais à cause de la pandémie, en fait. Alors, Mélanie, il y a plusieurs commentaires qui te disent merci pour la conférence, qui était très intéressante et très enrichissante. Et justement, sur ce que tu viens de dire, il y a Naïma qui pose une question. Est-ce que les personnes qui travaillent sur le projet de loi ont pensé aux situations complexes de crise, notamment la crise sanitaire? Alors, le processus, là, je veux rapidement vous expliquer ce projet de loi-là, et je vous dirais que nous, ça nous a agréablement surpris. On a été consulté 200 organismes de procédance et procédants ont été consultés en décembre 2018. Ensuite, ils ont travaillé là-dessus. Ils ont refait un tour de roue en mars. Donc, il y a quand même eu une forte réflexion. Ils ont mis en place un comité de procédants qui ont discuté de la loi. Aujourd'hui, je pense que ça touche un éventail de situations, de crise d'urgence, etc. Aujourd'hui, nous, pendant la pandémie, on a eu beaucoup de contacts avec le ministère, avec le cabinet de Mme Blais. Et à plusieurs reprises, on a dit, on espère que ça, vous allez en tenir compte dans la politique, dans ce qui va être fait plus tard, et quitte à changer la politique. Mais je pense que c'est l'intérêt des auditions parlementaires. Donc, quand une loi est présentée au Parlement, ensuite, ils invitent des acteurs comme le RANC ou à présenter leur truc. Et c'est là où c'est notre travail, à nous ou à d'autres acteurs, d'aller leur dire, la pandémie, elle a soit révélé, soit accentué tel problème. Et il faut que vous en teniez compte dans les prochains temps. Je pense beaucoup à l'accès des procédants dans les lieux d'hébergement. Parce que clairement, puis là, il y a des rapports qui viennent de sortir là, cette semaine de chercheurs. Clairement, on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire plus vite si à la base, il y avait eu une structure, une politique qui soit claire pour tenir compte des procédants. Et ça, nous, c'est clair qu'on va le mettre de l'avant. Et après, qu'est-ce que le gouvernement va accepter ou pas accepter comme amendement? On ne peut malheureusement pas le prévoir, mais ce qu'on sait, c'est que quand on va faire les auditions de cette loi-là, le but, c'est de parler de la loi, mais c'est aussi d'avoir un temps d'avance pour parler de la politique, pour être sûr qu'elle inclut justement ces situations-là. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions s'il y en a d'autres. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Mais j'avais envie de rebondir sur un commentaire que Nathalie, je pense, avait fait plus haut, comme quoi les crédits, les prestations étaient quand même très restrictives et n'incluaient pas la notion de famille élargie, de famille choisie ou des amis. Puis comment finalement le projet de loi il s'en va dans un sens inverse, d'inclure vraiment toutes les situations et rôles, toutes les situations dans lesquelles les proches aidants. Parce qu'on n'a pas le choix, parce que la société change, évolue, et de plus en plus, les gens vivent seuls. Et en plus, la famille n'est plus comme avant. Avant, elle était rapprochée, les gens étaient tissés serrés. C'est plus la réalité de l'époque. Et ça va aller, et ça va être comme ça de plus en plus. Ça veut dire que là, tu es rendu que tu as une amie, tu as quelqu'un qui a besoin d'aide. Moi, c'est ce que j'ai eu à vivre présentement, aider une amie. Et l'approche aidante est devenue... je ne suis pas aidée, mais c'est moi qui est à terre, là. Et je récolte 2 ans et demi
je suis vidée, mais vidée comme j'ai jamais été vidée. Je regrette en rien. Mais avoir été plus outillée, peut-être mieux encadrée, ben bon, je me serais évité ça. Et nous, c'est une des choses qu'on dit. Et malheureusement, dans l'état actuel du projet de loi, on n'a pas de référence à... Alors, il y a une référence au fait que le proche aidant n'est pas forcément, dans le fond, quelqu'un de la famille. Donc, ça, c'est déjà une première étape qui est extrêmement importante. Entre autres, on le sait que ce qui a fortement contribué à ça, c'est les associations de personnes LGBTQ2IS. J'espère que je n'oublie pas un. Parce que justement, la famille choisie, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille dans ce que vous avez dit. Dans la famille choisie, c'est clairement une de leurs positions. Et avec le vieillissement de la population, avec le fait que ces personnes-là aussi vont en établissement et de plus en plus, ils amenaient le fait que ils sont encore moins considérés que d'autres proches aidants. Fait que, Et de un, et je m'excuse de couper la parole, ça c'est un problème, mais si la personne aidée, elle a moins de 65 ans, c'est un autre problème aussi. Tout à fait. Alors là, on rentre dans le croisement, l'intersectionnalité de, vu que tout est fait, tout ce qui concerne la proche aidance actuellement est majoritairement fait pour les aînés. Si on n'est pas aîné et qu'en plus on est issu d'une minorité, que ce soit une minorité culturelle, que ce soit une minorité sexuelle, on est encore plus dans des problématiques. Aujourd'hui, nous, ce qu'on regrette de la façon dont la loi elle est présentée, c'est que dans le fond, elle vient offrir du soutien à un proche aidant principal. Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes la conjointe ou le conjoint d'une personne de même sexe qui a eu des enfants d'une union préalable qui sont proches aidants, c'est eux qui vont avoir préséance, alors que dans le fond, vous, parce que vous êtes au quotidien ici, vous auriez aussi cette possibilité-là. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait vraiment une reconnaissance de tout l'entourage. En fait, que la proche aidance, ça devienne une question... On n'a pas encore trouvé le mot exact parce qu'une question familiale, ça ne marche pas. Mais que ça devienne une question non pas individuelle, il y a un aidé, un aidant, mais que ce soit une question de... il y a un aidé et des aidants. Parce que si on est capable de faire, par exemple, que dans une fratrie, il y ait plusieurs frères et sœurs qui s'impliquent et non pas juste une, qu'il y ait les voisins, les amis, parce qu'il y en a qui ont cette volonté-là, cette capacité-là, cette énergie-là, et bien ça va faire qu'au lieu de surresponsabiliser une personne, on va avoir dans le fond une dissolution de la responsabilité et donc des conséquences de la proche aidance. Aujourd'hui, ça, c'est pas que c'est pas inclus dans le projet de loi, mais c'est pas nommé. Fait qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va dans le cadre de la politique nationale avec ça. C'est ce que je déplore. C'est ce que je déplore. Ça aurait été un moment idéal pour le proposer parce qu'on est dans un ère de changement. Oui, bien c'est sûr qu'on Rome ne s'est pas bâti un jour, ça je le comprends, mais encore, c'était le temps idéal pour, je ne sais pas, pour ouvrir des portes. C'est tout, je ne suis pas enragée ou quoi, mais c'est parce que je me rends compte que pour l'avoir vécu, je me suis dit, bon Dieu, on est plusieurs dans la même situation, puis il y a comme une porte qui s'ouvre, mais encore là, j'ai l'impression de... La porte, ben, je ne peux pas aller de l'autre côté, on ne pourra pas aller de l'autre côté, alors que c'est la réalité. On est dans un air de ça, là, on le voit, et ça va être de pire en pire. Pas parce que je le souhaite, mais c'est quand même une réalité qui est visible, on le voit actuellement. Puis je pense, Nathalie, en tout cas, je ne veux pas parler pour Mélanie, mais ton indignation est très bien entendue là, par le RANC. C'est vraiment, vraiment ça qu'on souhaitait mettre de l'avant, que c'est entendu, c'est partagé. Je suis une passionnée, hein? C'est ça, cette indignation-là. Je pense que tu parles en ce moment là, à un public tout à fait en arrière de moi. Convaincu, c'est ça, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient profiter de la présence de Mélanie pour poser une question? On a
on a encore du temps, on peut en profiter. De mon côté, Mélanie, moi, j'ai beaucoup apprécié la distinction un peu surprenante tout à l'heure avec le quiz qui a été fait entre des prescriptions médicales dans certains contextes, puis la notion de compassion, bienveillance, soutien en lien avec les besoins de la personne proche aidante. Ça, pour moi, c'est quelque chose que je retiens. Il n'y a pas toujours un signe d'égalité entre toutes les prescriptions médicales et puis vous allez plus loin en plus au rang en disant on va encore plus loin là, que les besoins de bienveillance, compassion puis réponse aux besoins. On veut dénoncer la maltraitance. Donc, il y a un grand continuum là, de défense des droits que j'apprécie beaucoup conceptualiser. Oui. Merci. J'espère que c'est ça a été intéressant, enrichissant. C'est pas toujours parfois un peu aride de parler de la loi des normes du travail. C'est parfois pas facile de parler de maltraitance et donc j'ai essayé de mettre beaucoup de couleurs, pas pour cacher ça, mais parce que dans le fond, c'est sûr que nous, on travaille sur des sujets comme ça depuis longtemps. On en voit. L'avantage aussi d'avoir 20 ans maintenant à l'organisme, c'est qu'on voit au fil du temps comment les choses évoluent et comment c'est des choses parfois un peu anecdotiques, mais qui font toute la différence parce que à force d'avoir vu que dans telle situation, quand un gouvernement a dit, je sais pas moi, 10% du budget des soins à domicile doit aller aux organismes communautaires, pourrait aller aux organismes communautaires, ne l'a pas obligé, mais l'a suggéré, et ça s'est mis en place. Alors que quand ça ne l'est pas, ça se fait pas. Et donc, on se rend compte qu'il y a différents pouvoirs d'influence, en fait, que le gouvernement a et pourrait utiliser à travers une loi, c'est sûr, c'est le pouvoir d'influence le plus fort. Après, il y a la politique qui va arriver, mais je pense qu'il y a aussi tout ce qui est du pouvoir d'influence différent. Par exemple, le fait qu'on est le seul, je ne peux pas dire pays, mais pays, qui a un ministre des proches aidants. Ça a l'air de rien, mais je sais que ça ne va pas changer grand-chose à la vie des proches aidants aujourd'hui, mais ça change la vie dans le long terme. Parce qu'à quelque part, ça oblige ce ministère-là à s'en soucier. Et c'est ce que beaucoup de pays n'ont pas encore fait. Donc, je pense qu'il y a aussi ce pouvoir d'influence-là, le pouvoir des mots, le pouvoir de se présenter différemment. Et moi, quelque chose que je trouve, parce qu'en tant qu'organisme, on collabore avec beaucoup d'autres organismes. Et par exemple, on est sur une table avec des organismes de défense des droits pour les personnes qui ont le VIH-Sida. Et ce qu'on remarque, c'est que les proches aidants ont ce côté tellement d'abnégation, d'oubli de eux-mêmes, aussi de débordement de l'agenda. Là, il y en a tellement sur la table que c'est dur. On n'arrive pas à les faire se mobiliser pour eux-mêmes. Et on le voit encore, c'est plus flagrant chez les parents d'enfants, les proches aidants parents d'enfants, mais c'est vrai pour tout type de proches aidants. C'est-à-dire que quand on va dire, mais là, tu sais, on pourrait faire un événement qui marque à quel point vous quittez, je dis n'importe quoi, une manifestation, on n'arrive pas à voir des personnes qui viennent parce que trop prises dans leur quotidien, trop aussi à se dire, non, mais le plus important, c'est pas mes besoins, c'est les besoins de l'autre. Et le plus révélateur, ça a été quand on a fait le projet de recherche sur la maltraitance. On avait des groupes de discussion avec des intervenants et des groupes de discussion avec des proches aidants. Puis moi, j'ai animé celui de Montréal. C'était 2 heures de discussion et pendant 2 heures, les 2 heures, j'ai constamment dit, là, vous êtes en train de me parler de maltraitance envers la personne que vous êtes en train d'accompagner et non pas envers vous-même. Bien sûr que ça a un impact sur vous, mais c'est pas de la maltraitance envers vous, là, c'est de la maltraitance envers la personne. Et de les faire parler des proches aidants de ce qu'ils peuvent vivre, eux, c'est extrêmement difficile. Et pourtant, quand on a fait la distinction,
La liste, là, elle est longue, elle est longue, elle est longue. Vous en avez beaucoup à dire parce que vous vivez beaucoup de choses. Mais il y a vraiment ce côté de non, dans le fond, moi, à quelque part, mes besoins, ils sont mis de côté. C'est vraiment les besoins de la personne qui priment sur les miens. C'est vraiment les services à la personne qu'il faut mettre en place. Et, et c'est particulier à ce milieu-là plus qu'à d'autres, très sincèrement. Oui, puis effectivement, tu sais, Mélanie, on le retrouve aussi même dans les activités d'intervention psychosociale ou de soutien. Là. Et puis, j'apprécie d'abord le dynamisme et l'attrait que tu as mis dans toute cette présentation-là, qui peut effectivement être un petit peu aride, puis qui nous a permis là, vraiment de rester très attentifs. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Puis aussi toute votre idée de kit. Je pense de faciliter la vie des proches aidants pour qu'ils continuent de s'engager socialement dans le petit peu de temps qu'il leur reste pour s'occuper d'eux, hein, parce que l'engagement social, c'est aussi encore comme contribuer à une autre mission. Puis je pense aussi qu'on peut se féliciter aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de proches aidants avec nous, puis les féliciter en quelque sorte, là, sans être paternaliste, c'est pas ça le but, là, mais juste de se féliciter tous ensemble, là, mon Dieu, d'avoir investi ce temps-là, ce temps si précieux que les proches aidants là, ont déjà, parce que j'en connais plusieurs là, qui sont ici aujourd'hui, puis je sais à quel point ils se donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, merci vraiment à tous d'avoir été là, puis d'être aussi engagés pour les autres et pour vous-même, là, je le souhaite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une petite dernière question ou est-ce qu'on conclut sur ça? Alors, il y a Nathalie. Il y a une autre personne qui essaie de parler que je viens de voir aussi. Pour réactiver votre micro. Il y a Jasmine. OK. Là, je viens de faire le tour des visages. Là, Jasmine veut parler. Je vais essayer de donner la parole un petit peu à différentes personnes. Donc, Jasmine, je demande la réactivation du micro. Donc, ça va peut-être t'aider. Non, Jasmine. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je vais... Jasmine, pendant que tu essaies, je vais essayer de voir... Est-ce que c'est possible? Oui. Ah, voilà. Bonjour à tout le monde. Excusez-moi, je n'ai pas pu assister dès le début. J'apprécie toutes vos informations. J'aimerais savoir si vous avez une idée un peu à travers le Canada, pas juste à Québec, c'est cette loi. Comment on est notre statut ici par rapport à d'autres provinces, particulièrement l'Ontario? J'ai ma mère en Ontario et la belle-mère dans la ville de Québec. Alors, on chevauche les deux provinces et puis on fait face à les problèmes d'Alzheimer ou de démence et toutes ces complications. Ma mère est toujours chez elle, par contre. OK. Alors, eh bien, moi, je vous dirais, tant que votre mère, qui est donc en Ontario, est encore chez elle, restez au Québec. Parce que actuellement, en termes de soutien financier, le Québec est un peu plus en avance que les autres provinces. Même si ça reste des crédits d'impôt, ils sont plus avantageux qu'ailleurs. Par contre, le jour où votre mère rentre en hébergement ou a vraiment des besoins de santé très importants, eh ben, le réseau de santé au niveau ontarien tient beaucoup plus compte des proches aidants. Ils ont développé plusieurs projets ces dernières années pour sensibiliser les professionnels, pour les amener à intégrer les proches aidants dès le début, etc. Fait qu'ils sont plus ouverts à ça, ils sont plus à l'écoute des proches aidants. En termes de services après que vous pourriez avoir, j'avoue, je ne le sais pas, parce que c'est très difficile même d'avoir une vision à l'intérieur du Québec, parce que chaque SUS offre des services complètement différents. Nous, par exemple, on est basé à Montréal. L'année passée, on a fait une intervention dans un SUS, et ce qui était impressionnant, c'est qu'une personne qui a changé de rue, donc changé de circonscription, a d'un seul coup passé d'un
d'un service X full rempli à presque plus rien, juste parce qu'elle a changé de territoire dessus. Fait qu'on a de la difficulté aujourd'hui à avoir une vision claire sur c'est quoi. C'est pour ça d'ailleurs, je vous en ai pas donné. Je vous ai pas dit, vous avez le droit à tant d'heures de répit, tant de trucs, tant de machin, parce que de une, ça va dépendre de la situation de la personne aidée et non pas de votre situation à vous. Par exemple, moi, je suis maman de jeune enfant. Si j'étais proche aidante de ma mère, ben, j'aurais pas plus de soutien alors qu'il faut que je m'occupe de mes enfants. Fait que ça, c'est illogique. Ou, je sais pas, vous avez une situation de santé aussi, même si elle est moins grave que l'autre, eh ben, vous n'avez pas plus de soutien, tu sais. Fait que ça, c'est pas normal. Et puis après, ben, d'un sus à l'autre, c'est tellement disparate qu'on n'est pas capable d'avoir aujourd'hui une vision claire. Fait que d'une province à l'autre, c'est encore plus difficile. Mais au niveau financier, par contre, moi, je peux vous le dire, au niveau des lois des normes du travail aussi, aujourd'hui, le Québec, c'est mieux. Oui. Bon, moi, j'avais juste un petit commentaire. André Dufault. Oui. Bon, alors. C'est à mon tour? Oui, c'est à ton tour. On t'entend, André. Bon, alors. Moi, je dirais depuis plusieurs années que je participe, c'est-à-dire avec ce groupe de Jeanne-Marge, les aidants naturels, et je suis toujours surpris que ceux qui organisent toutes ces choses-là, les participants sont toujours presque absents. Il y a énormément d'aidants naturels et comment les rejoindre pour qu'ils puissent aller se faire aider ou se faire seconder par ces organismes-là qui sont merveilleux. C'est ça qui est mon point d'interrogation. Alors, la conférence d'aujourd'hui qui est vraiment importante parce que pour être les aidants eux-mêmes, à nous qui sommes aidants, ben, depuis 15 ans. Alors, on a besoin de quelqu'un qui prenne notre place, que les aidants naturels ne sont pas capables d'être ensemble pour mettre de la pesanteur à ceux qui s'occupent de cette loi. Alors, je remercie beaucoup pour la conférence d'aujourd'hui qui, vraiment, on a besoin au maximum. Alors, merci d'être là, tout ce monde qui veut nous aider. Voilà. Merci, André. Mais merci à vous d'être là, puis vous pointez du doigt, je dirais, une problématique que dans le milieu de la proche aidance, on vit depuis toujours. Comment ça se fait qu'il y a autant de proches aidants, puis il y en a si peu qui se reconnaissent comme tels ou qui vont utiliser les services de soutien? Juste pour information, les services de soutien, on pense qu'il y a à peu près genre 6% des proches aidants qui les utilisent. 6%, c'est très, très faible. Alors après, c'est sûr qu'on n'est pas tous proches aidants de la même manière. C'est-à-dire qu'il y en a qui font 1 ou 2 heures par semaine et sans dire que c'est pas important ce qu'ils font, mais c'est assez léger que pour le moment, ils n'en ressentent pas le besoin. Il y en a d'autres, c'est un nombre extraordinaire. Enfin, c'est du 24-24, tu sais. Fait que là, c'est sûr que pour eux, la difficulté, c'est avoir le temps d'aller chercher le soutien. Mais entre-temps, entre tout cet éventail-là, eh ben, on loupe beaucoup de personnes. Et nous, c'est une vraie problématique. Et c'est de ce qu'on comprend de l'essence de la loi, c'est aussi une de leurs problématiques. Ils se rendent compte parce qu'ils parlent de l'auto-reconnaissance. Et l'année passée, on a sorti un sondage qu'on a envoyé à des proches aidants sur, dans le fond, c'est sûr que c'est des proches aidants qui se reconnaissaient déjà, parce que c'est ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux ou qui sont membres d'un organisme comme vous. Et on leur a demandé quand est-ce que vous êtes considéré comme proche aidant, qu'est-ce qui vous a aidé à vous reconnaître comme tel, quand est-ce que vous êtes allé chercher des services, qui vous a informé des services, qu'est-ce qui vous a aidé à prendre le téléphone, parce qu'il y a une question de temps, vous êtes bien occupé, fait que est-ce que c'est à vous de prendre le téléphone ou est-ce que c'est à l'organisme de vous appeler? Est-ce que c'est à vous de répéter pour la 70e fois votre situation ou c'est une fois que vous l'avez dit au travail social de CLSC, votre dossier il part à l'organisme communautaire si vous avez accepté et l'organisme a déjà toutes les informations et est capable de, quand il vous appelle, de ne pas vous faire répéter puis d'aller
plus loin ou de vous offrir tout de suite voilà. Donc, il y a tout un ensemble de facteurs. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir, ni nous sur le terrain, ni dans la recherche scientifique, ni ailleurs dans le monde, c'est où qu'il faut qu'on appuie le plus fort pour que demain, sur les un quart de la population québécoise qui se reconnaissent proches aidants, il y en ait un quart qui se reconnaissent comme tel puis qui aillent chercher des services. Et c'est un vrai problème. La première fois que j'ai donné la conférence sur la maltraitance, parce que là, j'ai juste fait un tout petit bout, mais sinon, j'ai une conférence d'1 heure. Hein. La première fois que j'ai fait ça, dans le public, il y avait beaucoup de proches aidants et il y a une personne qui a dit quelque chose que j'avais pas forcément compris avant. Elle m'a dit, moi, je me suis considérée proche aidante quand une amie m'a dit que je l'étais. Une amie qui était passée par là ou qui connaissait ça l'a dit que j'étais. Et c'est là où j'ai réagi qu'en fait, les meilleurs ambassadeurs, ce ne sera jamais l'infirmière, la travailleuse sociale, le professionnel de santé. Ce ne sera jamais l'intervenant de l'organisme communautaire. C'est vous autres, les proches aidants. C'est vous, quand vous parlez de votre rôle, quand vous écoutez quelqu'un qui vous décrit un rôle similaire, c'est quand vous dites, mais tu sais que le rôle que tu es en train de faire, c'est un rôle de proche aidant. Tu sais qu'il y a des services qui existent. Et bien, vous allez être écoutés. Un travailleur social, il pourra dire ça quand on vient d'apprendre un diagnostic. Quand on est en crise, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Fait que ça ne sera jamais suffisant. Ça va aider un certain nombre, mais ce qui aura le plus d'impact, c'est quand un proche aidant dit à un proche aidant qui ne se reconnaît pas, tu es proche aidant. Et c'est correct d'avoir ce rôle-là. Ça n'empêche pas que tu sois aussi un conjoint ou une conjointe. Ça n'empêche pas que tu sois un ami ou une amie. C'est juste un rôle de plus que tu gères. C'est juste des tâches que tu fais en plus. Puis, c'est de le savoir, ça va te permettre de gérer les deux. L'aspect affectif, la relation que tu avais avec l'autre avant et la nouvelle dynamique liée à la proche aidance. De se reconnaître comme tel, puis aussi de pouvoir partager sur les expériences de soutien. Hein, parce que quand on ne les connaît pas, ça peut paraître un petit peu obscur, opaque, on ne sait pas trop si ça va être... peu importe tout ce qu'on peut s'imaginer là, comme préjugés autour des services, mais quand vous pouvez témoigner aussi des services qui vous ont été offerts, comment vous avez pu les trouver, par exemple, simples ou chaleureux ou spontanés entre nous, là, mais c'est sûr que ça participe aussi là, à être des ambassadeurs puis à donner le goût aux gens de venir chercher les services. Je sais que moi, j'entretenais certains préjugés avant d'être coordonnatrice de ce projet-là par rapport aux services qu'on offre à la population. Il y avait Marguerite Dorion, Madame Dorion, qui voulait parler. Oui, Marguerite. Marguerite, ton micro est Oui, ouvert. j'allais dire, je fais partie d'un groupe YMCA des aînés au PAC et j'ai fait l'invitation. Et c'est tellement vrai qu'il n'y a personne de ces gens-là qui sont là. Ils ne se reconnaissent pas. Et même moi, je ne me reconnaissais pas. Et c'est lors d'une conférence qui avait été donnée au YMCA du PAC par l'organisme qu'on a pointé 2-3 personnes qui ne se pensaient pas des proches aidants et qui l'étaient. Alors, c'est une non-reconnaissance. Mais moi, j'aurais pensé que c'est le médecin qui le dit que la personne aidée a besoin d'un aidant. Ou la travailleuse sociale, quand elle fait le dossier de l'aider, qu'elle se dit, qu'elle dise à la personne qui est là, vous êtes définitivement un proche aidant. Est-ce que c'est possible? Ben, aujourd'hui, ce n'est pas systématique. Ce qu'on pense, c'est qu'avec l'obligation de par cette loi, mais aussi ce qui était en train de se développer là, pour qu'il y ait un dossier proche aidant qui soit ouvert, comme j'ai parlé tantôt, on pense que ça va favoriser le fait que les professionnels de la santé vont le nommer, vont dire à la personne qui est là, mais vous, dans le fond, si vous êtes là, c'est que vous êtes peut-être son proche aidant, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, qu'est-ce que vous voulez faire de ce rôle, dans ce rôle-là, etc. Aujourd'hui, la difficulté qu'il y a, c'est que une bonne partie de la proche aidance, c'est des maladies de long terme et souvent ou dégénératives. C'est-à-dire que quand on commence, quand il vient d'avoir un diagnostic d'Alzheimer ou de, je sais pas, sclérose en plaques, au début, c'est pas difficile, entre guillemets, à part d'absorber le diagnostic, là, souvent, au début, ça va encore. Fait qu'on est comme, non, c'est correct, ça va, j'ai pas besoin de soutien, j'ai juste besoin qu'on m'informe sur la maladie, mais c'est tout. Sauf qu'au fil du temps, la situation, elle va se dégrader. Et c'est là où on va avoir
besoin de services en tant que proche aidant. Sauf que c'est là où on n'a plus accès au réseau de la santé. Parce que c'est là où on est là, mais on ne nous voit plus, on ne nous écoute plus. Voilà. Et c'est ça qui est problématique. On sera de nouveau visible quand on sera au bord de dire moi, si on jette pas, si on m'aide pas, je me tue, je le tue après, ou enfin je me tue, bref voilà, ou quand on est en mode de dépression, mais avant ça, on n'existe plus dans le réseau de la santé en tant que proche aidant. Fait que là, nous, on espère que ça va contribuer. Après, ce qu'on pense aussi, c'est que à quoi ça sert de se reconnaître proche aidant si ça apporte rien, hein, pour dire la question très franchement. Et Madame, je cherche son nom, Chloé Sainte-Marie, dans une consultation, avait dit de manière assez provocante, mais qui quand même est assez révélatrice, avait dit « Mais qui voudrait reconnaître qu'il est l'esclave de quelqu'un d'autre ?» Et on s'entend, c'est provoquant, mais ça marque. Qui voudrait dire « Moi, je suis proche aidant et toute ma vie, ou presque, je la sacrifie pour quelqu'un, puis j'ai pas de service. À quoi ça sert, du coup, de se reconnaître comme proche aidant? Autant dire « C'est mon conjoint, puis voilà, il est malade. » Et donc, je pense qu'il y a vraiment aussi un lien à faire. Plus il y aura de services. Par exemple, les parents de proches aidants d'enfants en situation de handicap, qui peuvent être enfants ou adultes, hein, avant, ils ne se reconnaissaient pas comme proches aidants. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une meilleure compréhension que leur rôle est un rôle de proche aidant à travers l'accès au crédit d'impôt. C'est-à-dire que quand le parent est comme financièrement, il n'y a plus rien, plus capable de mettre du pain sur la table, et que là, il va se renseigner sur c'est quoi j'ai droit à quoi. Tranquillement, ces recherches vont l'amener au crédit d'impôt pour aidants naturels parce qu'on est très, très cohérent. Hein? Donc, on a une loi pour les proches aidants, mais un crédit d'impôt pour les aidants naturels. Mais ça va l'amener à ça. Et en lisant le rôle, il va dire « Oh, mais c'est ce que je suis en train de faire. » Fait que dans le fond, je suis proche aidant. Et ça, voilà, dans le fond, le soutien financier, enfin, un soutien quelconque va entraîner la reconnaissance. Fait que si on veut que les gens se reconnaissent, il faut mettre des services. Et Mélanie, il y a eu d'autres personnes qui devaient quitter, mais qui te remercient encore beaucoup pour ta présentation. Merci. Et une intervenante qui disait aussi que le matériel était vraiment très, très clair, la façon que c'était présenté, et te demandait l'autorisation de pouvoir les réutiliser pour des présentations locales. Donc, tout à fait. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, il est 18h. Je ne sais pas, Isabelle, si tu avais un mot de la fin. Et en fait, un peu comme toi, là, remercier vraiment très, très, très chaleureusement. Mélanie, je te dirais que ça a dépassé largement mes espoirs, cette conférence-là. Non, mais vraiment, vraiment, autant du niveau du contenu que du dynamisme là, de la présentation pour un sujet vraiment pas évident. Et puis, ça donne beaucoup d'espoir. Moi, en tout cas, ça me fait beaucoup de bien d'entendre parler de ces espoirs-là dans le contexte actuel, puis de la place qu'on peut occuper aussi, la place publique qu'on peut occuper, que ce soit comme ambassadeur ou que ce soit en s'engageant de différentes façons, là, ça me paraît très, très important. Alors, j'espère pour les participants que ça a répondu à certaines des questions ou même suscité de nouvelles réflexions, puis que je sens déjà, moi, juste du fait qu'on soit ensemble ici, que ça mobilise notre solidarité envers davantage de reconnaissance, de valorisation puis de soutien des personnes proches aidantes. Alors, c'est déjà un grand, grand pas juste de se rassembler aujourd'hui ensemble. Alors, je vous rappelle que vous allez avoir accès à une copie de la présentation visuelle et possiblement en enregistrement. Au plus tard, ça vous sera envoyé en début de semaine prochaine, mais je vais essayer d'en envoyer une partie aujourd'hui avec un sondage d'appréciation. Alors, encore une fois, un très grand merci, Mélanie. Très apprécié. Merci à vous. Merci.